Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, une catégorie dans laquelle nous nous demanderons quel est le bilan que l'on peut faire vis-à-vis des ETF crypto qui ont été lancés début 2024. Nous en parlerons dans un instant avec Antoine Fraisse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Quel bilan peut-on faire donc de ces ETF crypto et quel intérêt pour l'investisseur particulier de se positionner sur des ETF crypto? Ce sera la première partie de cette émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement dans le non-coté pour les particuliers à la lumière d'une étude publiée en début d'année par l'AMF qui met notamment en avant des performances disparates en matière d'investissement non coté et parfois un poids des frais selon certains véhicules d'investissement lorsque l'on parle des particuliers. Nous en parlerons avec Guillaume Cousseran, administrateur de France Invest, mais aussi avec Sébastien Roca, directeur général de Cedrus & Partners. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur les différentes manières d'investir sur la thématique intelligence artificielle avec Xavier Gérard, président et gérant associé de OptiGestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quel bilan pour cette première année des ETF crypto lancés aux États-Unis, acceptés par la SEC aux États-Unis il y a à peu près un an, en début d'année 2024? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans l'écho des cryptos. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Et alors, je le disais en introduction, il y a un an, on a vu cette possibilité pour les ETF crypto d'être lancés et on a vu d'ailleurs un certain nombre de grands noms de la finance traditionnelle lancer leurs ETF crypto. Janvier, février même 2025, quel bilan peut-on tirer de cette première année? D'abord peut-être en tant que l'appétence des investisseurs et puis peut-être en volume ou en valeur également. Oui, alors effectivement, donc c'était janvier 2024 comme vous l'avez dit, on a eu le lancement des premiers ETF crypto aux États-Unis. Il faut bien faire la différence. On avait déjà eu des ETF crypto au Canada en 2021, mais effectivement l'engouement a pris aux États-Unis puisque évidemment on a quand même un réservoir d'investisseurs énorme. Bien sûr, oui. Et au bout d'un an, on peut dire que l'appétence a été assez importante, puisque aujourd'hui les encours des ETF crypto aux États-Unis, c'est plus de 110 milliards de dollars d'encours. Et le premier ETF crypto, c'est l'ETF de BlackRock, l'iShares, donc Bitcoin. C'est 56 milliards d'encours. Donc ça, BlackRock a à peu près la moitié des encours des ETF crypto. D'accord. Ensuite, on va retrouver Fidelity qui est le numéro 2 à 20 milliards et Grayscale aussi qui est à 20 milliards. Voilà. Mais en tout, il y a 11 émetteurs d'ETF Bitcoin et on peut dire que c'est un franc succès. Alors, pour plusieurs raisons évidemment, mais l'engouement est bel et bien là, oui. On parle d'ETF Bitcoin essentiellement parce qu'il y a d'autres ETF crypto qui ont été lancés, mais aujourd'hui le cœur de l'investissement c'est l'ETF Bitcoin. Oui, tout à fait. Alors il n'y a qu'un seul autre ETF crypto, c'est l'ETF Ethereum qui a été lancé, où pour le coup l'engouement est beaucoup moindre, mais c'est vraiment l'ETF Bitcoin, hein, c'est vraiment celui-ci qui est le plus plébiscité par les Américains. Comment on explique cet attrait pour ces ETF crypto? Alors, ceux qui voulaient investir en crypto avaient déjà investi en crypto avant. Ils n'avaient pas forcément attendu les ETF Bitcoin pour se lancer. Et pourtant, on sent que quand il y a un pont entre finances traditionnelles et crypto actifs, ou notamment Bitcoin, il y a une demande des investisseurs. Comment est-ce qu'on l'explique, Antoine Fraisse? Oui, alors effectivement, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les ETF offrent plusieurs avantages, notamment une accessibilité peut-être un peu plus simple, puisqu'un ETF, pour rappeler ce que c'est un fonds indiciel coté. Donc, c'est une cotation comme une action un peu, donc c'est assez simple à acheter, contrairement à une crypto, il faut aller sur une blockchain ou un broker un petit
peu compliqué pour le commun des mortels. Bien sûr. Ensuite, il y a la sécurité. Effectivement, lorsque vous achetez un ETF, c'est un marché régulier, réglementé, et vous n'avez pas besoin de stocker vos cryptos sur une clé privée où vous pouvez avoir voilà, le fameux wallet qui peut être donc numérique ou en physique. Mais si vous perdez par exemple cette clé où on vous vole vos données, eh bien vous n'avez plus vos cryptos. Là, pour le coup, vous avez l'ETF qui est sur un marché sécurisé. Il y a le côté effectivement réglementé qui rassure, parce que c'est. D'accord. Oui. Et puis parce que c'est un produit financier réglementé, effectivement, même s'il est adossé à Bitcoin derrière. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est émis sur le Chicago Mercantile Exchange, le CME, et c'est ce marché, c'est cette place de cotation qui émet les ETF Bitcoin. Donc c'est un marché. D'ailleurs, c'est pas coté en continu parce que vous savez, les crypto-monnaies sont cotées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr. Ce qui peut créer aussi de la volatilité. Et là, pour le coup, c'est des marchés qui ferment donc à des horaires précises. Et il y a aussi moins de volatilité peut-être sur les ETF Bitcoin. Et dernier point, c'est que, et pas des moindres, c'est que vous pouvez intégrer ce produit ETF dans des comptes type, alors aux États-Unis ça va être comme type PEA, mais aux États-Unis c'est équivalent au PEA. Bien vous sûr. pouvez rentrer ça dans des plans épargne retraite, et c'est ce que font les Américains. Ils sont en train d'institutionnaliser finalement l'intégration du Bitcoin via ces ETF dans des comptes qui sont comme on dirait en France donc bon père de famille entre guillemets. Là on parle essentiellement des États-Unis parce qu'aujourd'hui l'investisseur français ne peut pas investir dans des ETF crypto sur le sol français. Voilà, exactement. En Europe, nous n'avons pas la possibilité d'investir dans des ETF crypto. Ce n'est pas autorisé. S'il n'y a que les institutionnels, justement les professionnels de la finance qui peuvent, donc c'est les sociétés de gestion qui peuvent acheter des ETF crypto, mais l'engouement est beaucoup moindre évidemment qu'aux États-Unis. Donc en France, on ne peut pas acheter des ETF crypto. Ouais. Dernier sujet, Antoine Fraisse-Soulier, en lien avec ces ETF donc Bitcoin, depuis l'élection de Donald Trump, ou en tout cas depuis que l'on sait que Donald Trump va être président des États-Unis, le Bitcoin effectivement s'en félicite, le marché des cryptos s'en félicite, mais surtout Bitcoin. Comment investir en 2025 mettons en 2025 via des ETF Bitcoin dans un contexte effectivement peut-être un peu plus porteur aux États-Unis pour le marché crypto? Alors, c'est vrai que quand on regarde l'évolution du cours du Bitcoin, on a quand même une évolution qui est assez impressionnante, puisque le Bitcoin valait encore 25 000 $ début janvier 2024, il y a un an, et ça vaut 100 000. Donc c'est quand même une performance qui est assez impressionnante. En un an, ouais. En un an. Et qu'est-ce qui pourrait finalement augmenter, faire poursuivre cette trajectoire de hausse? C'est que effectivement le prochain step, c'est dont on parle, c'est que le Bitcoin devient une réserve nationale de valeur aux États-Unis, c'est-à-dire que potentiellement, par exemple, la Réserve fédérale américaine ou le Trésor pourrait acheter du Bitcoin pour les mettre dans ses réserves. Donc on se demande comment ils pourraient émettre de la dette par exemple, ou vendre des réserves stratégiques d'or. Donc ça c'est en pourparlers. Et ça c'est plausible. Ça c'est tout à fait plausible. Avec Donald Trump au pouvoir, il a nommé une task force d'ailleurs pour arriver à ces fins-là. Donc ça va prendre probablement du temps, évidemment, mais on pourrait arriver à cela. Donc effectivement, si ça c'est voté, ça pourrait permettre au Bitcoin de poursuivre sa trajectoire à la hausse. Dans un pays qui n'était pas si enclin aux crypto-monnaies que ça il y a encore un an ou deux, donc ça fait un changement un petit peu de paradigme. Même il y a encore 3 mois. Mais effectivement, non, on voit que d'ailleurs le changement, c'est le président de la SEC, c'est le gendarme de la bourse américain, a démissionné, et finalement c'est un pro-crypto, Paul Atkins, qui est de nouveau président de la SEC. Donc on voit que les choses bougent au plus haut niveau. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place lorsque l'on veut investir dans le non-coté, à la lumière d'une étude menée par l'AMF justement sur les performances des fonds non-cotés à destination des particuliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 2 experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sébastien Roca. Bonjour Sébastien Roca. Bonjour. Merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de Cedrus & Partners, et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également
également Guillaume Cousseran. Bonjour Guillaume Cousseran. Bonjour. Vous êtes administrateur de France Invest. Alors on va commencer avec vous Guillaume Cousseran. Peut-être un mot sur l'étude donc de l'AMF, une étude qui se veut exhaustive hors fonds immobiliers. Précisons-le tout de suite sur ces fonds donc ces fonds qui investissent dans le non-coté à destination des particuliers. On retrouve des FIP, des FCPI, mais aussi des fonds actions ouverts à des clients non professionnels. Et alors, si on doit retenir deux choses de cette étude, mais peut-être que vous avez retenu autre chose, c'est notamment un niveau de performance qui n'est pas forcément équivalent à celui qu'on pouvait connaître vis-à-vis de fonds professionnels dans les dernières années, ce qui peut-être peut lever une certaine confusion qu'ont pu faire un certain nombre de professionnels de l'investissement entre les performances du private equity destinées donc à des professionnels et les performances du private equity destinées à des non-professionnels. Et il y a également un autre élément dans l'étude dont on parlera peut-être également avec vous, Sébastien Roca, qui est le niveau de frais d'un certain nombre de véhicules qui permettent d'investir dans le private equity qui viennent grever un petit peu la performance. Mais tout d'abord, Guillaume Cousseran, première question. En termes de performance, au global, on se rend compte qu'on n'est pas aux alentours des 15% comme on avait pu l'entendre il y a quelques années quand on regardait les historiques dédiés aux professionnels pour le coup. Alors, je crois qu'il y a quelques petits rappels quand même à faire sur exactement de quels fonds on parle, en particulier dans l'étude de l'AMF, qui tout d'abord adresse à la fois les fonds de non-cotés qui ont été proposés à la clientèle privée depuis la loi Pacte, depuis que c'est devenu possible par la réglementation française, bien sûr, mais aussi les fonds de défiscalisation ou fonds fiscaux, FIP, FCPI, qui existent depuis une vingtaine d'années, les fameux fonds ISF dont on parlait il y a une dizaine d'années. Ils n'ont pas la même structure, on ne parle pas de la même chose. Donc déjà, je pense qu'il faut faire une première distinction entre fonds fiscaux et les vrais fonds de non-cotés qui sont disponibles depuis 3-4 ans aujourd'hui en France. Et dans l'étude montre d'ailleurs qu'ils n'ont pas du tout la même performance. Bien sûr, on est plutôt d'ailleurs sur des taux de rendement médians négatifs pour ce que vous appelez les fonds fiscaux qui sont donc les FIP et les FCPI, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, avec des taux de rendement pour des fonds actions ouverts à des clients non professionnels. On parle de taux de rendement médian. Alors à 5 ans, on est à 5,2% et à 10 ans, on est à 6,2% exactement. Voilà. Mais après, il faut voir aussi exactement de quoi on parle. Les sous-jacents entre les fonds professionnels que vous mentionnez tout à l'heure et ces fonds de non-cotés ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, j'insiste bien, ce sont des fonds de non-cotés qui sont offerts aujourd'hui aux clients privés, où vous avez du capital investissement, de la dette privée, de l'infrastructure, des fonds de fonds, du co-investissement, alors que les fonds réservés aux professionnels sont des fonds purs, en général de capital d'investissement uniquement. D'accord, donc actions. Les sous-jacents ne sont pas les mêmes. On n'a que des actions d'un côté et un panier, je dirais, d'autres instruments offerts aujourd'hui aux particuliers. Et puis ensuite, la structure n'est pas la même. Vous avez d'un côté, pour les professionnels, des fonds optimisés, sans liquidité, fermés, avec des appels de fonds progressifs, des distributions. Alors que pour l'essentiel, aujourd'hui, pour les clients privés, vous avez des fonds evergreen, qui sont des fonds semi-liquides avec une poche de liquidité qui vient diluer la performance. Et pas d'appel de fonds, pas de distribution. Donc c'est pas du tout la même structuration de fonds. C'était justement une de mes questions avant de passer la parole à Sébastien Roca. Est-ce que lorsque l'on veut apporter de la liquidité dans un actif illiquide, il faut s'attendre à ce que la performance diminue mécaniquement? Surtout quand le régulateur, l'AMF, vous impose d'avoir une poche minimum de liquidité, de trésorerie, qui travaille, comme vous le savez, à des taux plutôt faibles, donc vient diluer la performance. Mais finalement, la liquidité a un prix qui s'illustre par cette petite dilution de performance. Mais après, une fois de plus, il faut regarder la structuration de chaque produit, chaque véhicule, pour comprendre quelle est l'espérance de rendement. Sébastien Roca, alors je suis allé directement sur le sujet performance avec Guillaume Cousseran. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière avec vous. Si l'AMF s'intéresse aux fonds non cotés à destination des particuliers, c'est parce qu'on sent un engouement quand même assez conséquent des particuliers, mais aussi des intermédiaires ou des professionnels d'investissement pour ce type d'investissement. Cette étude, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous chez Cedrus & Partners? Effectivement, on voit qu'il y a de la performance quand même. On voit par contre qu'il faut savoir où on met les pieds, y aller parfois avec un petit peu de prudence, ne pas y aller de manière complètement aveuglée. C'est sûr, alors c'est ce que disait Guillaume, c'est vrai que depuis 2015, quand il y a eu la loi Macron qui a autorisé des produits de private equity dans l'assurance vie, ensuite il y a eu la loi Pacte, puis la loi Industrie verte l'année dernière. Bien sûr. Ça quand même, ça aide. Voilà, c'est un engouement aussi pour la classe d'actifs. Et on peut voir si dans l'étude justement le stock de non-cotés détenus par les clients qui sont non professionnels, donc c'est à la fois les fonds fiscaux mais aussi les nouveaux produits, il y a à peu près 19 milliards d'euros de stock. Mais par contre pour l'assurance vie, depuis 2017, en 2017 il y avait seulement 600 millions d'euros de stock, aujourd'hui on est à 7 milliards, d'accord. Donc ça a fait x10 en 7 ans, mais ça n'a pas été linéaire, c'est en train de s'accélérer justement par voilà, l'État qui met ça en place. Donc ce qu'on peut voir pour les particuliers, c'est que
effectivement, il y a énormément de disparités de performance. Donc il faut être capable d'analyser les différents produits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés de gestion quand même qui ont fait pas mal d'innovations parce que il faut avoir des supports d'investissement qui sont disponibles et aussi référencés au sein de l'assurance vie française. Donc maintenant, c'est beaucoup plus disponible. Les réseaux de distribution sont davantage prêts. Bien sûr. Les réseaux bancaires, les conseillers de gestion de patrimoine maintenant connaissent la classe d'actifs. Il faut continuer à faire de la pédagogie. Donc c'est pour ça que c'est important, notamment France Invest viennent le faire parce que il y a beaucoup de choses différentes dans le private equity, dans le non-coté. On parle de private equity, de dette privée, d'infrastructure. Par rapport au contexte de marché, quelle est la bonne classe d'actifs au bon moment et donc c'est vrai que pour les particuliers, il faut aussi être capable de choisir le bon support au bon moment. Et donc chez Cedrus, notre recommandation, c'est plutôt de dire... Oui, c'est ça. Comment on fait quand on y va, quand on a conscience qu'il faut aller regarder un peu plus dans le détail, dans une classe d'actifs qui est très très large et avec des réalités bien différentes. Comment on met en place une stratégie? Quelles sont les questions qu'on se pose? Déjà, il faut être capable d'analyser les supports d'investissement. Donc, le marché du non-coté, c'est un marché qui est un peu plus opaque. C'est pas comme les marchés cotés. L'accès à l'information est plus difficile. Et donc, analyser les fonds d'investissement, ça veut dire analyser le track record des gérants, analyser les performances qui ont été faites par les différentes transactions. Et donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à cette information-là. Ça, quand on investit en assurance vie, on a accès à cette information-là sur les fonds. C'est difficile pour le particulier. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux déléguer ça à des professionnels qui vont faire l'allocation au travers peut-être d'un véhicule FCPR qui peut être evergreen, qui va faire l'allocation pour le client particulier, mais aussi pour le conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. Donc, faire l'allocation entre les différentes classes d'actifs et aussi déléguer à des professionnels qui vont être capables de trouver le bon gérant qui va être premier quartile. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les premiers quartiles et la moyenne de marché. L'historique, c'est à peu près 5% d'écart. Donc sur un horizon de 10 ans, c'est vrai que ça fait des écarts qui sont assez importants. Droits d'entrée, frais de gestion annuels sont aussi des éléments mis en avant par l'étude de l'AMF. On peut aller jusqu'à 2 voire 3% par an. Est-ce que ça vient aussi expliquer le fait que ça grève les performances comme sur d'autres types de produits financiers, mais là en l'occurrence sur le non-coté? Il y a deux choses qui grèvent les performances. La première, c'est ce que disait Guillaume, c'est que pour les clients professionnels, c'est des appels de capitaux progressifs. Bien sûr. Et donc déjà, si on met un seul appel de capital, ça veut dire qu'il va y avoir une poche de cash. Ça va venir aggraver la performance. Pour un exemple de comparaison... Là, ça veut dire que laisser au particulier la possibilité de pouvoir retirer l'intégralité de son capital quand il le souhaite. Alors, c'est des valorisations qui sont souvent bimensuelles ou mensuelles. Donc voilà, c'est toutes les 2 semaines, il peut sortir. Mais en contrepartie, l'AMF demande d'avoir au moins 30% de liquidité dans le portefeuille. Donc liquidité, aujourd'hui, on connaît les taux à 3% à peu près. Ça fait que 30% du portefeuille sont à 3%. Le reste, c'est du non-coté qui est à plus de 10%. Mais donc en moyenne, ça fait des portefeuilles qui tournent à peu près à 8% de performance. Si on a un fonds pour les particuliers qui a appel de capitaux progressifs, on va plutôt être autour de 10 à 12%. Donc c'est vrai que s'il y a appel de capitaux progressifs, on optimise le TRI potentiel. Par contre, c'est vrai qu'il y a une structure de frais qui va être plus importante. Pourquoi ? Parce qu'un ticket dans un fonds institutionnel de private equity, c'est au moins 5 millions d'euros. Le particulier, il a quelques dizaines de milliers d'euros, peut-être centaines de milliers d'euros. Donc, il n'a pas accès à ça. Le fait d'encapsuler ces fonds professionnels et le rendre accessible au retail, mais ça demande un travail de structuration qui coûte de l'argent, mais aussi un travail d'animation des réseaux de distribution, que ce soit les assureurs, les CGP, les multifamily office. Il faut aussi les rémunérer parce que c'est eux qui font le travail auprès du client final. Et donc, cette couche de frais supplémentaires, elle vient réduire la performance finale. Mais en termes de performance nette, ça reste quand même assez intéressant. On parle entre 8 et 12%, ce qui est plutôt pertinent dans une allocation globale. Guillaume Couserand. Non, et sur les frais, c'est pareil, il faut regarder précisément quel est le produit. Vous n'aurez jamais le même niveau de frais entre un fonds direct qui va investir directement dans des entreprises et un fonds de fonds, par exemple, qui va lui-même investir dans des fonds et superposer des couches de commission de gestion ou de performance. On n'a pas la même diversification, on n'a pas la même offre, et donc il faut comparer aussi le niveau de frais par rapport à la stratégie du sous-jacent. Est-ce qu'on est dans une gestion active, une gestion passive? Est-ce que c'est du fonds de fonds pour vraiment faire son choix? Mais j'ajoute qu'il faut aussi nous donner du temps, parce que tous les FCPR offerts de non-cotés offerts aux clients particuliers depuis la loi Pacte, ils ont 3 ans, à peine 3 ans aujourd'hui d'historique en moyenne. On parle d'investissement de temps long normalement sur ce type d'investissement. Et donc comme le capital investissement, le private equity, la performance elle se matérialise sur des années. On n'est pas dans la spéculation boursière et les rendements à court terme. Donc voilà, on a déjà une performance qui se matérialise et qui est à des niveaux de 5-6% pour les vrais produits de private equity ou de non-coté.
laissez-nous encore quelques années pour montrer qu'on peut faire mieux. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Cousseran, administrateur de France Invest. Merci également Sébastien Roca, directeur général de Cedrus & Partners. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment s'exposer à la thématique intelligence artificielle en 2025 ? Voilà la question qui va nous animer à présent avec Xavier Gérard, président et gérant associé d'Optigestion. Bonjour Xavier Gérard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors si on s'intéresse encore et toujours à cette thématique d'intelligence artificielle, c'est parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle et même en 2024 avec des performances tout à fait intéressantes. Absolument. Qui vont se poursuivre en 2025. Le mouvement de l'intelligence artificielle, c'est l'un des plus gros courants d'innovation actuellement. Il y a 5 courants d'innovation. Vous avez la blockchain, vous avez l'énergie durable et son stockage, vous avez la robotique, vous avez l'ADN et vous avez l'intelligence artificielle. Alors actuellement, grâce notamment à l'initiative d'NVIDIA, on a un courant très très fort avec, pour donner un exemple, les CAPEX, donc la capacité d'investissement des Microsoft et autres, qui a doublé de 2024 à 2025. D'accord. Donc les chiffres ont été communiqués cette semaine. On a à peu près 325 milliards de dollars de CAPEX. Ça, c'est la somme des 4 gros, donc Amazon, Microsoft, Apple et bon. et le quatrième, oui. Et le quatrième, non, mais je l'ai oublié. Mais, et donc, les 325 milliards, 40% va se déployer sur NVIDIA, par exemple. D'accord. Et donc, on a la confirmation que 2025, malgré l'incident DeepSeek dont on a beaucoup parlé en janvier. Mais qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, qui a mis un petit peu de doute. Impact, mais oui, puisque ça a coûté $1 trilliard au marché. Mais a priori, nous, on avait la position de dire on va couper la position par 2, le thème, si on nous annonce que les CAPEX sont révisés à la baisse. Puisque c'était toute une question de coût de l'innovation. Et en fait, les CAPEX sont maintenus. D'accord. C'était peut-être Google le quatrième pardon ? C'était peut-être Google le quatrième. Il y a Google, bien sûr, Alphabet, oui, bien sûr. Et donc, en fait, le thème actuel, c'est de... Alors, ce qu'il faut comprendre au cœur de l'intelligence artificielle, c'est les data centers. D'accord. Les data centers, il y en a 1000 dans le monde. Il y a eu 1000 milliards, donc $1 trilliard investis dans les data centers. On va réinvestir à peu près la même chose pour les mettre à jour. D'accord. Donc, parce que la thématique aujourd'hui en bourse sur l'intelligence artificielle, c'est globalement NVIDIA, c'est les microprocesseurs, c'est les cartes mères. Là, ce que vous dites, c'est il y a une autre manière de s'exposer à la thématique, c'est les data centers, il faut stocker la donnée. Voilà, en étant plus large que simplement NVIDIA. Si on fait un petit schéma du data center, si vous voulez, c'est beaucoup de machines avec des GPU. Les GPU, c'est les petites valises que fabrique NVIDIA, qui sont bourrées de semi-conducteurs faits par TSMC, qui est le taïwanais. Bien sûr. Mais il faut refroidir l'espace. Donc là, on a des sociétés aux États-Unis qui sont spécialisées dans le refroidissement du data center. Il y a aussi l'électricité. Bien sûr. Il faut amener l'électricité. Donc vous avez des sociétés comme Schneider, par exemple, en Europe. Donc vous avez un écosystème du data center, si vous voulez. Pour vous donner deux chiffres clés, je ne veux pas vous donner trop de chiffres, mais la donnée sur le data center va multiplier par 6 dans les quelques années qui viennent. Et on va construire à peu près 2 fois plus de data centers. Donc ça vous donne des idées de croissance de l'ordre de entre 14 et 20% de chiffre d'affaires pour les acteurs qui sont concernés par les data centers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements actuellement sur ce secteur. Et pour nous, 2024, c'était la pelle et les pioches. C'était vraiment les semi-conducteurs avec donc NVIDIA, TSMC, ASML en Europe, qu'on connaît un peu mieux. Mais en 2025, on élargit un peu à l'électricité, le refroidissement du data center, et on va commencer
On va commencer vers la fin d'année à regarder les fabricants de logiciels. D'accord. Ceux qui vont émettre les produits d'intelligence artificielle, c'est en train de se mettre en place. C'est plutôt même une thématique 2026 pour nous. Ce sera les logiciels. Eh ben, vous viendrez nous en reparler sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup Xavier Gérard de nous avoir accompagnés dans l'émission. Je rappelle que vous êtes président et gérant associé chez Optigestion. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.